À 23h47, heure normale du Pacifique, le directeur du FBI se tient devant un mur de caméras dans une salle de briefing sécurisée à Honolulu et prononce 6 mots qui allaient ébranler les fondations de la sécurité dans le Pacifique. Nous avons démantelé un empire transnational. Derrière lui, un écran numérique affiche des chiffres qui semblent impossibles. 50 migrants chinois libérés de captivité. Un syndicat de trafic d'êtres humains opérant dans 7 pays. Plus de 12 millions de dollars de paiements blanchis tracés via des sociétés écrans à Hong Kong, Manille et Guam. Des passeports et des documents de voyage contrefaits pour plus de 200 individus. Des routes de contrebande maritime s'étendant de la province du Fujian jusqu'au Pacifique occidental. Tout cela convergeant vers une île américaine que la plupart des gens oublient jusqu'à ce qu'un typhon fasse la une des journaux. Bienvenue sur Frontières en alerte, alors que nous plongeons au cœur d'une histoire qui va ébranler vos certitudes. Guam, un point tropical dans le Pacifique, un territoire américain, un hub militaire stratégique et, au cours des 4 dernières années, la porte d'entrée silencieuse de l'une des opérations chinoises de trafic d'êtres humains les plus sophistiquées jamais découvertes sur le sol américain. Il ne s'agit pas de familles désespérées cherchant une vie meilleure. Il s'agit d'un syndicat de passeurs, impitoyable, efficace et militarisé, qui a transformé des êtres humains en marchandises, leur facturant entre 40 000 et 70 000 dollars chacun, et les livrant à l'esclavage par la dette sur le territoire américain, tandis que des fonctionnaires corrompus fermaient les yeux. Et l'homme qui a bâti cet empire, un maître de la logistique que le FBI a surnommé le navigateur, un fantôme qui déplaçait les gens comme des colis et gérait son opération avec la précision d'une chaîne d'approvisionnement digne d'une entreprise du Fortune 500. Au moment où les agents fédéraux ont fini de compter, ils ont réalisé qu'il s'agissait de la plus grande opération de démantèlement de trafic d'êtres humains chinois de l'histoire du Pacifique. Et ce qu'ils ont découvert lors de la dernière descente vous fera vous interroger sur l'étendue réelle de cette infiltration. À 4h32 du matin, à Tamuning, Guam, l'air est lourd et tropical. L'obscurité humide s'accroche aux rues étroites. Les palmiers se balancent dans le vent d'avant l'aube. Les néons des bars de karaoké et des restaurants de nuit scintillent sur le trottoir fissuré. Le village est silencieux, à l'exception du roulement lointain des vagues de l'océan contre le récif. Puis le silence se brise. 6 SUV noirs arrivent sans phare. Le FBI, l'ICE, les services d'enquête de la sécurité intérieure, HSI, les douanes et la protection des frontières des États-Unis, une force opérationnelle fédérale conjointe qui surveillait, attendait et montait ce dossier en secret absolu depuis 11 mois. Ils frappent simultanément 4 endroits. Première cible. Une maison en béton de 2 étages près de la ville, peinte en jaune délavé avec des barreaux à chaque fenêtre. Les voisins pensent que c'est une maison d'hôtes pour des ouvriers du bâtiment. Ils n'en ont aucune idée. L'agent principal donne le signal. Des grenades assourdissantes explosent. La porte d'entrée cède. Des agents du SWAT en tenue de combat noir envahissent l'intérieur, fusils levés, voix perçant le chaos. FBI. À l'intérieur, ils trouvent 17 ressortissants chinois entassés dans 2 pièces. Des hommes et des femmes âgés de 19 à 46 ans. Ils dorment sur des matelas fins à même le sol. Il n'y a pas d'effet personnel, pas de téléphone, pas de passeport, juste de la peur. Une femme pleure. Un autre homme tente de s'enfuir par la porte arrière et est maîtrisé en moins de 3 pas. Dans la cuisine, les agents trouvent un coffre-fort en acier caché sous l'évier. À l'intérieur, 23 faux passeports chinois, de faux itinéraires de voyage et un registre écrit en mandarin qui liste des noms, des paiements et quelque chose d'autre, des coordonnées. Des coordonnées maritimes. Deuxième cible, un entrepôt de marchandises près du port commercial. Extérieur en métal rouillé, nom de fausse entreprise de logistique sur l'enseigne. La porte est en acier renforcé. Les agents utilisent un bélier. Il faut 4 coups. Lorsqu'ils entrent, l'intérieur est divisé en cellules de fortune, faites de cloisons en contreplaqué et de grillages. 15 migrants supplémentaires sont trouvés ici, dont 3 adolescents. Sur une table pliante dans le bureau du coin, les agents trouvent des ordinateurs portables, des téléphones satellites et des disques durs chiffrés. Scotchés au mur, une carte dessinée à la main des routes de contrebande à travers le Pacifique, depuis la côte sud de la Chine, via les Philippines, Palaos et la Micronésie, toutes convergeant vers Guam. Troisième cible, un appartement de luxe surplombant la baie de Tumon. Des sols en marbre, des baies vitrées et une vue imprenable sur l'océan. C'est là que l'argent réside. À l'intérieur, les agents arrêtent 2 hommes, un ressortissant chinois et un facilitateur local. Ils tentent de supprimer des fichiers de leur téléphone. Trop tard. Les agents saisissent tout. Des dossiers financiers, des applications de messagerie chiffrées et des reçus de virements bancaires montrant des millions de dollars transitant par des comptes fantômes à Taïwan, Singapour et les îles Caïmans. Quatrième cible, un bateau de pêche amarré au port d'Apra. Il semble rouillé et oublié,
Mais lorsque les agents montent à bord, ils trouvent des compartiments cachés sous le pont, assez grands pour une douzaine de personnes. Les murs sentent encore la sueur et le diesel. Et dans la cabine du capitaine, ils trouvent quelque chose de glaçant, une photo plastifiée d'un homme d'une cinquantaine d'années. Costume impeccable, regard froid, sans nom, juste une note manuscrite en caractères chinois. Un analyste la traduira plus tard. Le navigateur vous salue. À 6h15 du matin, les raids sont terminés. 50 migrants libérés, 12 suspects en garde à vue, plus de 300 kg de faux documents saisis et un serveur chiffré qui allait permettre de percer à jour toute l'affaire. Mais ce que les agents fédéraux sont sur le point de découvrir prouvera que cette opération ne concernait pas seulement le trafic de personnes. Il s'agissait de construire une infrastructure de l'ombre sur le sol américain. Une infrastructure capable de déplacer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, sans le moindre signal d'alarme. À 9h03 du matin, à la division des cybercrimes du FBI, bureau de Honolulu. Une équipe d'analystes en criminalistique numérique travaille dans une pièce froide, éclairée au néon. Les moniteurs brillent de lignes de code. Une analyste, l'agent Reyes, réussit à briser le chiffrement sur le serveur saisi. Ce qui apparaît à l'écran lui coupe le souffle. C'est un diagramme de réseau, un chef-d'œuvre de logistique criminelle, nom de code. Opération Courant de Jade. Au centre, un seul nœud étiqueté navigateur rayonne vers plus de 40 sociétés écrans. De fausses agences de voyage à Guanga et Fuzhou, des entreprises de transport fantômes à Manille, de fausses sociétés d'import-export à Saipan, des salons de massage et des restaurants à Guam servant de façade pour des maisons sûres et la falsification de documents. L'argent coulait comme des rivières sur cette carte numérique. Des virements bancaires déguisés en paiement pour des meubles, des fruits de mer, des appareils électroniques, blanchis via des plateformes d'échange de crypto-monnaies et acheminés par des banques internationales qui ne posaient aucune question. Mais ce sont les dossiers du personnel qui les choquent le plus. Le navigateur n'avait pas seulement soudoyé quelques fonctionnaires, il avait infiltré des agents à chaque point de contrôle stratégique. Un superviseur portuaire à Apra Harbor qui modifiait les manifestes d'expédition. Un employé du département des revenus et des impôts de Guam qui accélérait les licences commerciales pour les sociétés écrans. Un officier supérieur de l'immigration qui signalait discrètement certains dossiers d'arrivée pour suppression. Et au sommet de la chaîne, un politicien, le gouverneur Samuel Ortega, un leader autrefois célébré qui avait fait campagne sur la croissance économique et la sécurité du Pacifique, mais qui, selon ses dossiers, avait reçu plus de 900 000 $ en paiement chiffré sur 3 ans. Sa signature numérique figurait sur les approbations d'extension portuaire, les permis d'affaires accélérés et les coupes budgétaires des unités de patrouille frontalière. Chaque décision créait une brèche. Chaque brèche devenait une porte. L'agent Reyes se penche en arrière et murmure à son superviseur. Ce n'est pas de la corruption, c'est de la collusion au plus haut niveau de commandement. L'opération de contrebande n'était pas cachée dans l'ombre. Elle était tissée dans le système et le système la protégeait. Le FBI ouvre un nouveau dossier, priorité alpha, car ce qu'ils examinent n'est pas seulement du trafic d'êtres humains. C'est une infrastructure pour quelque chose de plus grand. Drogue, armes, espionnage. Ils réalisent qu'ils n'ont pas mis fin à l'opération, ils n'avaient trouvé que l'entrée, à 5h48 du matin, au centre de commandement de la Force opérationnelle conjointe, base aérienne d'Andersen, Guam. Le soleil se lève sur le Pacifique, entraîné d'orange et d'or. À l'intérieur d'une salle d'opération sécurisée, une carte numérique géante domine le mur. Des dizaines de marqueurs rouges pulsent à travers Guam, Saipan, les Philippines, Palaos et Taïwan. Chaque marqueur représente un nœud du réseau courant de Jade. Maison sûre, atelier de faux documents, fonctionnaires corrompus, route maritime, courtier financier. Un coordinateur fédéral s'adresse à la salle. Plus de 200 agents sont prêts. Du FBI, de l'ICE, de la DIA, des services d'enquête de la sécurité intérieure, HSI, des gardes-côtes américains et même du personnel de la marine américaine de la base navale voisine. La mission est claire, démanteler chaque pièce de ce réseau en une seule frappe coordonnée. À 6h00 précise, l'opération commence. L'équipe d'intervention Alpha frappe une propriété à Dededo, une vaste propriété cachée derrière de hauts murs et des caméras de sécurité. Lorsque les agents entrent, ils découvrent une opération de falsification de documents à grande échelle, des imprimantes, des plastifieuses, des passeports vierges de 6 pays différents. 3 hommes sont arrêtés alors qu'ils tentent de brûler des disques durs dans un baril métallique. L'équipe d'intervention Bravo prend d'assaut une villa de luxe à Higo. C'est le cœur financier. À l'intérieur, les agents trouvent 2 ressortissants chinois et un comptable local gérant les registres de toute l'opération. Sur la table de la salle à manger, 340 000 $ en espèces, sous des prêts pour le transport. L'équipe d'intervention Charlie intercepte un chalutier de pêche à 24, 1 km des côtes. Les gardes-côtes montent à bord à l'aube.
Sous le pont, ils trouvent 12 migrants chinois cachés dans un compartiment dissimulé. L'équipage tente de prétendre qu'il s'agit de pêcheurs. Leurs journaux de navigation montrent qu'ils sont partis du sud des Philippines 3 jours plus tôt. L'équipe d'intervention Delta perquisitionne le domicile de l'agente d'immigration corrompue. Elle est arrêtée dans son allée, encore en pyjama, agrippant son téléphone. Les agents saisissent son ordinateur portable et y trouvent des années de communication avec des agents en Chine. Elle était payée 5 000 $ par migrant qu'elle aidait à faire disparaître du système. Et enfin, à 7h34 du matin, des agents fédéraux arrivent à la résidence du gouverneur. Le gouverneur Samuel Ortega prend son petit déjeuner sur la véranda. Il voit les SUV noirs remonter l'allée bordée de palmiers et sait que c'est fini. Il ne résiste pas, il ne parle pas, il se contente de regarder les agents lui passer les menottes et lui lire ses droits. À 10h du matin, le soleil du Pacifique est haut et impitoyable. La force opérationnelle a exécuté 18 raids, arrêté 37 individus, saisi 4, 2 millions de $ en espèces, récupéré des faux documents pour plus de 200 personnes et libéré 50 migrants de leur captivité. Un agent informe le commandement par radio, le monde souterrain a subi plus de dégâts en 6 heures qu'au cours des 6 dernières années. Mais les vrais dégâts ne deviennent visibles que maintenant. À 14h22, à l'unité d'analyse des preuves du FBI à Gotha, Guam, les agents examinent les fichiers saisis, les emails et les journaux de discussion chiffrés. Ce qu'ils découvrent est une trahison qui va bien au-delà de l'argent. Le syndicat chinois de la contrebande n'a pas seulement soudoyé quelques individus corrompus. Il avait infiltré les forces de l'ordre et l'infrastructure gouvernementale de Guam à tous les niveaux. 7 policiers, 4 agents des douanes, 2 inspecteurs portuaires, un contractuel fédéral, tous sur la liste de paie du syndicat. Les journaux montrent comment cela fonctionnait. Les horaires des patrouilles étaient divulgués 24 heures avant l'arrivée des bateaux de migrants. Les listes d'inspection des frontières étaient modifiées afin que des agents amis soient en service pendant les fenêtres de contrebande. Les caméras de surveillance du port étaient mystérieusement hors ligne lors des expéditions clés. Un email traduit du mandarin se lit comme suit. « Nos amis en uniforme sont plus fiables que notre propre équipage. » Un sergent honnête du département de police de Guam craque lors de son interrogatoire. Il a servi la force pendant 6 ans. Il pensait connaître ses collègues. « Je faisais confiance à ces gens, dit-il, la voix tremblante. Nous travaillions ensemble, nous mangions ensemble. » Et tout ce temps, il transmettait des informations à un syndicat criminel étranger. Les enquêteurs fédéraux réalisent qu'ils ne démantèlent pas seulement un réseau de contrebande. Ils exposent un second système secret d'application de la loi, une structure parallèle construite pour protéger les opérations criminelles tout en portant l'uniforme de la justice. Le blason, disent-ils, sera reconstruit de fond en comble. Mais Guam n'est pas le tableau complet, loin de là. À 18h, à la division du crime organisé transnational du FBI, Washington DC, des analystes seniors informent le directeur adjoint de ce qu'ils appellent le plan continental. L'opération Courant Jade n'a jamais été seulement à propos de Guam, c'était un prototype. Les routes de contrebande s'étendaient sur tout le pourtour du Pacifique, des provinces chinoises du Fujian et du Guangdong, à travers l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines. Puis de Sceaux d'île en île à travers la Micronésie, Palaos, Yap, Pohnpei, toutes convergeant finalement vers Guam, la porte d'entrée vers les États-Unis. Mais les racines ne s'arrêtaient pas là. Une fois que les migrants atteignaient Guam, ils étaient de nouveau déplacés vers Hawaï, la Californie et New York. Certains étaient introduits clandestinement dans des réseaux de traite de main-d'œuvre, d'autres disparaissaient dans la servitude pour dette, contraints de travailler dans des restaurants, des chantiers de construction et des salons de massage jusqu'à ce que leurs frais de contrebande soient remboursés. Le FBI estime que le syndicat a déplacé plus de 800 personnes via ce pipeline en 4 ans, à un coût moyen de 50 000 $ par personne, soit plus de 40 millions de $ de revenus, et l'infrastructure qu'ils ont construite pouvait transporter plus que des personnes. Les enquêteurs trouvent des preuves que les mêmes routes étaient explorées pour d'autres cargaisons, des précurseurs chimiques pour la production de fentanyl, des drogues synthétiques, du matériel de communication chiffré. Un haut fonctionnaire le dit clairement, il ne construisait pas un réseau de contrebande. Il construisait un empire logistique capable de déplacer n'importe quoi, stupéfiants, armes, renseignements, n'importe où dans le Pacifique sans être détecté. Et au centre de tout cela, le navigateur. Les analystes l'identifient finalement. Son vrai nom reste classifié, mais son profil émerge des dossiers financiers et des communications interceptées. Un ancien cadre du transport maritime, la cinquantaine, maîtrisant le mandarin, le cantonais et l'anglais. Pas de casier judiciaire. Opérant depuis Hong Kong et occasionnellement des Philippines. Il n'a jamais mis les pieds à Guam. Il dirigeait toute l'opération à distance, en utilisant des applications chiffrées, des crypto-monnaies et un réseau d'intermédiaires. Il a bâti un empire dans l'ombre et il a failli s'en tirer.
Un agent du FBI qui a examiné le dossier déclare « Ce n'était pas un réseau criminel, c'était une multinationale. Sauf que son produit, c'était des êtres humains. » À 23h34, au centre de détention fédéral, Hagåtña, Guam. Le gouverneur Ortega est assis seul dans une cellule de détention. Son avocat est venu et est parti. Les accusations sont accablantes, complot en vue de commettre du trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, corruption, racket, obstruction à la justice. S'il est reconnu coupable, il risque plus de 30 ans de prison fédérale. Mais sa chute est plus que légale, elle est symbolique. Il a été élu sur des promesses de croissance et de sécurité, il coupait des rubans pour de nouveaux hôtels et écoles. Il serrait la main des commandants militaires et posait pour des photos avec des familles locales. Et derrière des portes closes, il vendait l'accès à un syndicat criminel étranger. Il a transformé un territoire américain en corridor de contrebande. Il a trahi les personnes mêmes qui lui faisaient confiance pour les protéger. Les procureurs fédéraux annoncent que le procès débutera dans 6 mois. Ils promettent de montrer au monde l'étendue exacte de la corruption. Un procureur déclare à la presse « Ce n'est pas de la négligence, c'est de la trahison organisée. » Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Ce n'est pas seulement l'histoire de 50 migrants libérés de captivité, même si c'est important. Il ne s'agit pas seulement d'un politicien corrompu ou d'un syndicat criminel, même si ces détails comptent. Il s'agit de comprendre comment le pouvoir opère dans l'ombre, comment le silence devient permission, comment l'ambition se mue en complicité. Le trafic d'êtres humains n'est pas un crime sans visage. Il détruit des vies. Il piège des individus dans des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. Il les contraint à un travail dont ils ne peuvent s'échapper. Il se nourrit du désespoir et tire profit de la souffrance. Et lorsque les criminels sont autorisés à construire une infrastructure, des maisons sûres, des faux documents, des fonctionnaires corrompus, des flux d'argent chiffrés, alors le trafic devient quelque chose de bien plus dangereux. Il devient un système, un gouvernement de l'ombre, un monde parallèle où les lois ne s'appliquent pas et où le pouvoir appartient à celui qui paie le plus. L'opération Courant de Jade a été démantelée. 50 personnes ont été libérées. Des dizaines de criminels ont été arrêtés, des millions de dollars ont été saisis, mais combien d'autres réseaux opèrent encore ? Combien d'autres navigateurs construisent des empires dans l'obscurité ? Cette histoire est un avertissement. La corruption ne s'annonce pas. Elle ne porte pas de panneaux. Elle agite en silence. Elle signe des papiers. Elle approuve des permis. Elle détourne le regard. Et au moment où quelqu'un s'en aperçoit, le système a déjà été refaçonné. 50 vies ont été sauvées à Guam, mais combien d'autres attendent encore dans l'obscurité, espérant que quelqu'un viendra les chercher ? Le navigateur est en détention. Son empire est brisé, mais le Pacifique est vaste. Les routes sont nombreuses et la lutte est loin d'être terminée. Restez vigilants, restez engagés et ne cessez jamais de vous demander qui profite lorsque le système détourne le regard. Car le prochain empire de contrebande pourrait déjà être en construction et le prochain fonctionnaire corrompu pourrait déjà être en fonction. La question est, le verrons-nous à temps ?